Bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'économie sur votre télévision, le magazine de votre chaîne qui passe en revue l'actualité économique vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. Nous aborderons aujourd'hui la situation du franc congolais sur le marché d'échange. La monnaie nationale s'apprécie de plus en plus sur le marché d'échange. Mais sur les terrains, en tout cas, ça va dans tous les sens. Entre 25, 23, 20, 19, voire même 17. Le taux varie selon chaque opérateur. Alors la question qu'on va se poser dans cette émission, la situation est-elle sous contrôle ou l'État congolais a tout simplement perdu le contrôle de la situation? Et y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Nous nous posons ces questions dans cette émission. Et puis nous reviendrons sur la suspension de l'exportation du cobalt congolais sur le marché international. Après plusieurs mois de suspension, l'État congolais envisage lever cette mesure à partir déjà de ce mois d'octobre 2025. Mais déjà, une victime au niveau national, eh bien c'est la province du Lualaba, une province qui a vu son budget être tout simplement réduit jusqu'à 20% à cause justement de cette mesure. La gouverneure de cette province, Fifi Masuka, a donc de ce fait présenté un édit budgétaire rectificatif le week-end dernier pour s'adapter à la situation. Nous reviendrons justement sur cette situation. Et puis nous ferons aussi un bilan du Global Gateway Forum. Au-delà du discours politique et de la main tendue du président Félix Tshisekedi envers son homologue rwandais Paul Kagame, des partenariats économiques se sont tissés en même temps. Nous ferons dans cette émission un focus sur le financement de l'Union européenne envers les projets du corridor des Lobito, mais aussi le corridor vers Kinshasa, Kivu. Voilà donc ce qui va constituer l'ossature de votre émission pour la journée d'aujourd'hui. Bienvenue à tous et à tous. Et pour évoquer l'ensemble de ces sujets, comme d'habitude, je suis accompagné sur ce plateau de Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Pombala. Merci beaucoup d'être là. À part vous, il y a également Igor Biwaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Patrick. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'être là. On va commencer tout de suite par le tout premier sujet. Le dollar américain se déprécie de plus en plus face à la monnaie congolaise, le franc congolais, mais sur le terrain, en tout cas, ça va dans tous les sens. Les cambistes posent les taux selon leur vouloir, tout simplement. Et la question qu'on se pose, l'État congolais a-t-il perdu le contrôle de la situation? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter, d'autant plus que cette baisse, justement, cette appréciation du franc congolais ne se suit pas automatiquement avec la baisse des prix de certains produits sur le marché? Eh bien, c'est la question que nous sommes posées dans cette émission et je vous prie de suivre l'ensemble de ce focus et on se retrouve après pour en parler. L'appréciation significative du franc congolais sur les marchés d'échange a d'abord été accueillie comme une victoire économique. L'aspiration populaire à une monnaie nationale forte semblait se concrétiser, mais cet optimisme est rapidement tempéré par une réalité amère. L'instabilité règne et le pouvoir d'achat du citoyen ne suit pas la courbe ascendante du taux d'échange. Cette situation paradoxale révèle une monnaie qui gagne en valeur faciale, mais qui est déconnectée de la structure profonde de l'économie. L'analyse de cette embellie monétaire met en évidence un déséquilibre fondamental. L'appréciation n'est pas le fruit d'une mutation structurelle saine, comme une discipline budgétaire rigoureuse, une intensification de la production locale ou une diversification notable des exportations au-delà des matières premières essentielles. Elle est davantage le résultat des facteurs conjoncturels ou techniques tels que des interventions massives de la Banque centrale, une gestion ciblée de flux des devises ou des mouvements des capitaux liés à l'exploitation minière. Ces causes sont par nature volatiles et fragiles, ne garantissant aucune pérennité à la tendance actuelle. Ces manques
de soubassement structurel s'est traduit immédiatement sur les marchés d'échange par une instabilité et une opacité déconcertante. Le taux d'échange varie de manière incontrôlable d'un changeur à l'autre, signalant un dysfonctionnement dans la régulation et la liquidité du marché interbancaire. Ces disparités créent un terrain fertile pour la spéculation et l'arbitrage, permettant à certains acteurs de capter les bénéfices de l'appréciation sans que celle-ci ruisselle vers l'économie réelle. Le véritable drame se joue au niveau du panier de la ménagère, car l'appréciation du franc congolais n'est pas accompagnée des mesures efficaces de régulation des prix sur les marchés des biens et services, alors que l'importation des denrées et produits manufacturés devrait coûter moins cher en monnaie locale. Cette baisse n'est que très rarement répercutée sur les prix finaux. Les commerçants invoquent la rigidité des prix à la baisse ou l'incertitude quant à la durabilité du nouveau taux d'échange. Une large partie de l'économie, notamment le loyer et les biens durables, reste ancrée au dollar, ce qui maintient les prix élevés et érode le pouvoir d'achat des ménages payés en francs congolais. En conclusion, cette appréciation du franc congolais, bien que nominalement positive, masque une vulnérabilité chronique et met en lumière l'urgence d'une coordination politique et économique. Rebonjour Igor Biwaka. Bonjour Patrick Lumbala. Merci beaucoup d'être là une fois de plus. Alors on vient de le voir, le franc congolais depuis quelques semaines maintenant a entamé une appréciation spectaculaire sur le marché d'échange. Quelle est la situation à ce jour? Alors Patrick Lumbala, je crois que ce sera pour nous la deuxième fois en tout cas de parler de cette situation où l'on observe en tout cas l'appréciation de la monnaie nationale vis-à-vis du dollar américain. Une appréciation qui pour beaucoup, n'est-ce pas, s'apparente à une appréciation factice et fallacieuse. Pourquoi? Parce que l'on s'interroge en amont sur les conséquences ou encore les retombées économiques, n'est-ce pas, de cette appréciation. Mais dans les faits, il faudrait donc reconnaître d'abord une chose, et que c'est une situation inédite. Tout à fait. Inédite, pourquoi? Parce que depuis que la monnaie nationale est franc congolais, notre franc congolais, depuis 1898, on n'a jamais connu cette situation. On est habitué à voir la monnaie situation nationale, où les francs s'apprécient. S'apprécie, donc retrouve sa valeur monétaire. Tout à fait. On est habitué à voir la situation où la monnaie nationale, en tout cas, perd de sa valeur monétaire, ou carrément observer une légère stabilité, n'est-ce pas, sur le marché d'échange. Voir l'appréciation de la monnaie nationale, ça paraît en tout cas inédit, comme je l'ai dit, mais également ça trouble un tout petit peu le calcul, non seulement des opérateurs économiques, mais également de l'autorité monétaire elle-même, la Banque centrale du Congo. De l'autorité monétaire elle-même. Oui, et même le gouvernement qui semble être surpris par... mais à en croire le gouverneur de la Banque centrale, cette situation n'est pas un fait de hasard. Elle résulte des politiques bien pensées, notamment l'injection de 50 millions de dollars. Allez-y. L'injection, c'est vrai qu'on en avait parlé. Donc là, en fait, je considère ces faits-là comme étant un ensemble des mesures, un arsenal des mesures qui a été en fait pris en compte par la Banque centrale du Congo pour essayer un peu de redorer à la monnaie nationale son blason terni. Mais on ne s'attendait pas à ces résultats spectaculaires. Bon, dire qu'on ne s'attendait pas, c'est peut-être contredire en fait le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso, qui depuis en fait sa nomination à la tête, n'est-ce pas, de cette institution monétaire, a s'est fixé comme l'objectif de valoriser la monnaie nationale, Patrick Lumbala. Et donc, j'étais en train de parler tantôt, en fait, de l'arsenal des mesures prises en compte par la Banque centrale du Congo. Moi, en fait, je considère cela comme étant des réformes que j'appellerais réformes Ouamesso. Patrick Lumbala, vous allez vous souvenir, lorsque Ouamesso avait pris en fait les commandes de la Banque centrale du Congo, on s'était interrogé sur l'efficacité d'André Ouamesso à la tête de cette institution-là. On s'était en fait interrogé si Ouamesso était un choix, je dirais, politique ou un choix technocratique. Patrick, et là, le terrain nous confirme que c'est technocratique. J'avais plutôt dit que Ouamesso, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait le circuit monétaire. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a en fait assez, je dirais, des connaissances sur le circuit monétaire congolais. Et donc, pour prouver, n'est-ce pas, à la face non seulement du monde qu'il a la maîtrise de cette situation-là, il vient d'initier un certain nombre de mesures, Patrick Lumbala. D'où d'abord l'injection de 50 millions
puiser dans la réserve obligatoire pour justement essayer un peu de consolider la force ou encore la position de la monnaie nationale. Mais cela n'est pas tout en tout cas, puisqu'il y a d'autres mesures qui ont en tout cas suivi les questions de consolider, n'est-ce pas, la monnaie nationale. Mais Patrick, il y a des risques. Quel risque? Il y a des risques. Il y a des risques, pourquoi? Parce que dans les faits, on a comme l'impression que c'est un effet surprise. Un effet surprise, et que la Banque centrale du Congo a maintenant du mal à réglementer le plus, surtout le secteur parallèle, le marché parallèle. Tout à fait. Si le gouvernement dit que ça n'a pas été une surprise, et la Banque centrale aussi dit que ça n'a pas été une surprise, mais une chose est quand même sûre, pour la population, c'était une surprise. Pour la population, et on le voit sur les terrains. Pour la population, c'était une surprise. Pourquoi? Parce que en amont, la communication n'a pas été vraiment, je dirais, beaucoup plus prépondérante, n'a pas vraiment touché toutes les couches sociétales. Tout à fait. Et ce que l'on voit dans le fait est que sur le marché parallèle, par exemple, il s'observe, n'est-ce pas, une vague de spéculation. Effectivement. On n'a jamais en fait vu cet écart abyssal qui s'est créé entre le taux officiel et le taux parallèle. Et dans les faits, on a comme l'impression, parce qu'actuellement, le taux parallèle, plutôt le taux officiel est des 23. Tout à fait. Mais sur le marché parallèle, en tout cas, triste de constater qu'il y a certains cambistes qui n'ont même pas d'agrément illégaux qui fixent, n'est-ce pas, le taux à 18. Les cambistes des rues. Ce qui donne à penser, ou qui donne l'impression, n'est-ce pas, que la situation échappe à la Banque centrale du Congo. Effectivement, Antoine Dibendila, on peut conclure aujourd'hui que la situation échappe à la Banque centrale du Congo et au gouvernement en général. Lorsqu'on constate ce qui se passe sur le terrain, quand vous allez dans des stations, on vous parle de 25, vous allez dans certains supermarchés, on vous parle d'un autre taux, 19, 20, voire même 17. La situation est-elle en train de devenir tout simplement incontrôlable et le gouvernement n'a plus la main sur la chose? Oui, ça fait quelques semaines, nous avons constaté le fait que les francs congolais étaient en train de s'apprécier sur les marchés d'échange. En tout cas, on espérait, tout le monde espérait, que cette appréciation allait avoir une conséquence favorable pour les pouvoirs d'achat. Mais la vérité est que sur les terrains, c'est quasiment le contraire. Parce qu'en fait, la vérité est que lorsqu'on vise l'appréciation de la devise nationale, l'objectif derrière, c'est que les pouvoirs d'achat s'améliorent. Mais la réalité est que, et pour ceux qui sont payés en dollars, parce qu'ici au Congo, il y a ceux qui sont payés en dollars et ceux qui sont payés en francs. En général, ce sont les agents publics de l'État, mais se rendre compte que il n'y a pas d'appréciation. En fait, il n'y a pas de pouvoir d'achat qui s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, on passe de 28 à 20 ou à 19. D'ailleurs, la réalité est que dans les parallèles, il n'y a plus des taux fixes. D'ailleurs, les cambistes là qui en général ne sont pas agréés, ceux qui pratiquent l'échange manuel dans nos artères là, en général, ils ne sont pas agréés, ils ne sont pas reconnus par la Banque centrale. Et vous allez remarquer aujourd'hui qu'ils n'affichent même plus les taux. Les taux n'est même plus connu. Lorsque vous arrivez, certains vous disent 18 et l'autre 19. Et nous avons également suivi les gouverneurs de la Banque centrale qui aujourd'hui défilent dans différents plateaux de télévision pour tenter de convaincre l'opinion et dire que les efforts qui sont menés sont louables. Et oui, il faudra saluer quand même l'effort qui est en train d'être fait. Mais en parallèle, on sent que ça fragilise le pouvoir d'achat de ceux qui économisent en dollars, de ceux qui sont payés en dollars. Et d'autre part, ça n'enchante pas ceux qui sont payés en francs congolais parce que si un carton de poulet revenait à un certain moment, lorsque le dollar était évalué à 2800 francs congolais, à un tel prix, mais aujourd'hui, les dollars varient entre 19, 20 et 18 dans certains endroits, mais nous sommes à quasiment au même prix des biens sur les marchés. C'est-à-dire que même un confrère l'a dénoncé aujourd'hui. D'ailleurs, il fait un achat, un abonnement Canal+, lorsqu'il paye en francs avec un taux de 19, on lui demande de rajouter jusqu'à ramener les taux à 26, pardon, à 28, lorsqu'il fait l'achat en francs. Mais en dollars, on prend 20 dollars. C'est-à-dire c'est devenu complexe, on ne sait plus situer les efforts, parce qu'on se disait avec l'amélioration, avec l'appréciation du franc congolais, les pouvoirs d'achat
allait également s'améliorer. Et donc, c'est aujourd'hui compliqué. Et le plus grave, à mon avis, le plus grave est que les gouverneurs de la Banque centrale, lorsqu'on pose la question sur ces pouvoirs d'achat qui quasiment s'effritent pour ceux qui utilisent les dollars, mais ils vous demandent d'aller chercher les francs. D'ailleurs, ils ont ouvert leurs guichets, ils ont rendu disponibles les guichets de la Banque centrale pour que les dollars soient changés aux francs congolais. Mais ces guichets-là, tout le monde n'ira pas à la Banque centrale. On sait que dans nos rues, ce sont des cambistes, on l'a évoqué ici tantôt, ils utilisent leur prix, mais il y a une note administrative qui réglemente ces secteurs-là, des cambistes, des échangeurs manuels, des bureaux d'échange. Mais pourquoi la Banque centrale ne peut pas taper la main sur la table et imposer une certaine marge à ces échangeurs manuels? Pourquoi aujourd'hui à la BCC, c'est 2300 $, c'est-à-dire 23, mais dans nos rues, c'est quasiment 18, 19. Les Congolais lambda a l'impression que c'est de l'escroquerie. Parce que si vous vous rendez par exemple dans des supermarchés, c'est un autre taux. Et si vous, d'ailleurs, le week-end, les supermarchés commençaient à hésiter même à prendre les dollars. La situation devient compliquée. Et donc, c'est à ces niveaux-là. Les taux, les francs s'apprécient, d'accord, mais ça doit s'accompagner avec le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les biens des services, les prix des biens et les prix des services doivent suivre la tendance pour permettre à ce que les pouvoirs d'achat également s'améliorent, parce qu'à ces moments-là, on ne sait pas dire exactement. Ce qui peut être aussi grave aujourd'hui, c'est que au fil des années, les avoirs même de la majorité des Congolais sont en dollars américains. Est-ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à un appauvrissement des masses créé par le gouvernement et la Banque centrale qui n'ont pas su prévenir la population? Parce que même si baisse du taux des dollars devait y avoir, c'était la volonté de tout le monde, mais pas jusqu'à ce point. Déjà, aujourd'hui, on sait que ceux qui épargnent en dollars, ceux qui sont payés en dollars, viennent de perdre quasiment 30% de leurs revenus en termes de valeur. Si vous avez 100 $ était évalué il y a des semaines à 2800 francs, et aujourd'hui, pardon, 1 $ à 2800 francs, et aujourd'hui c'est 2000 francs ou 1900. C'est-à-dire que si vous avez un billet de 100 $, vous avez épargné en dollars un billet de 100 $, vous passez de 280 000 à 200 000 ou à 190 000 francs congolais. C'est 90 000 francs congolais de perdus, alors que les prix des biens ne bougent pas. Et donc, en quelque sorte, il y a véritablement un appauvrissement. On va le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, on le sait que la plupart des Congolais épargner en dollars. Et c'est un mécanisme, c'est-à-dire c'est un mécanisme encouragé par... Le dollar, c'était une monnaie refuge. Tout à fait, mais c'est encouragé même par notre économie qui est fortement dollarisée. C'est la gouvernance publique qui a mis en place ces mécanismes-là, c'est-à-dire qu'il fallait se réfugier vers les dollars. Et aujourd'hui, c'est quasiment un coup sans prévention, personne n'était prévenu, et on voit que les taux est en train de... Les francs congolais s'apprécient, la valeur du dollar s'effrite, se dissipe, et on se retrouve dans une situation où les prix des biens stagnent. Mais c'est cela là, si la solution n'est pas trouvée le plus tôt possible, ça risque d'être catastrophique. La situation sociale risque d'être catastrophique. C'est pourquoi justement l'opinion a l'impression que la Banque centrale ne contrôle quasiment plus rien. Elle contrôle les marchés officiels, mais les marchés parallèles est oublié, est abandonné. On ne sait pas. On a tenté nous documenter à travers la note explicative et d'autres lois qui réglementent les secteurs d'échange manuel. On s'est rendu compte que même ces lois-là ne sont pas assez rigides en termes de marge pour les échangeurs manuels, les bureaux d'échange, les cambistes. Mais si déjà même des bureaux d'échange agréés ici à Kinshasa suivent les pas des cambistes qui sont informels,
alors à plus forte raison, c'est qui sont ces cambistes-là qui sont informels. C'est cela la réalité. Ça exaspère, les gens trouvent qu'ils sont en train de perdre leurs revenus. Tout à fait. Igor leur pouvoir d'achat. On vient de le dire avec Tony Dibendila, la majorité des Congolais épargnent en dollars. Ça, c'est un fait au vu notamment de la situation historique liée au dollar. Au fil des années, des décennies même, le franc congolais ne maintenait pas sa stabilité ou sa valeur s'est dépréciée d'année en année, d'où le choix de la majorité de Congolais d'avoir leurs avoirs en dollars américains. Et aujourd'hui, le dollar qui se déprécie de cette manière, cette population-là est en train de perdre beaucoup. On est en train d'assister là peut-être à un appauvrissement de masse. Est-ce que la Banque centrale, l'État congolais, est-il en train de faire un mauvais coup à sa propre population? Alors, bon, au regard de ce qui s'observe sur le marché, on risque peut-être de tirer activement cette conclusion. Mais dans les fonds, en fait, l'appréciation de la monnaie nationale, comme on l'a tantôt dit ici, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, déjà, on l'a souligné, l'objectif derrière, n'est-ce pas, cette appréciation, c'est également de décourager l'utilisation en masse du dollar américain. Vous l'avez tantôt signalé ici, les placements, la plupart des placements, ces fonds, n'est-ce pas, en devises étrangères, dans le dollar américain. Notre économie est fortement dollarisée. Et conséquence, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à faire valoir notre monnaie nationale. Donc, la monnaie nationale qui perd de plus en plus de sa valeur monétaire fait en sorte qu'aujourd'hui, même qui, au moment où cette valeur, ces francs congolais essaient tant soit peu de retrouver de sa valeur, on a comme l'impression que la conséquence est beaucoup plus impactante, parce que c'est les pouvoirs d'achat, n'est-ce pas, les citoyens lambda qui peuvent s'éroder davantage à Patrick Lumumba. Et donc, cette mesure prise par l'autorité monétaire de faire apprécier la monnaie nationale vis-à-vis du dollar américain, moi je comprends que l'enjeu derrière, c'est d'abord de renforcer, de consolider la présence de cette monnaie nationale, de faire en sorte que la monnaie nationale retrouve de sa vigueur. Mais il a fallu prendre d'autres mesures en amont, qui doivent accompagner. Qui devraient donc accompagner l'appréciation de la monnaie nationale. Tantôt on l'a dit ici, le prix sur le marché ne suit pas Patrick Lumumba. Au moment où le pouvoir d'achat ne fait que s'éroder. Lorsqu'on Congolais qui, n'est-ce pas, était peut-être en dollars américains, qui touchait des 180 000 francs congolais, c'est vrai aujourd'hui obligé de toucher 180 000 francs congolais, 100 000 francs de moins, du moment où je dirais peut-être les opérateurs de télécommunications ne bougent quasiment pas les prix de crédit. Sur le marché, les opérateurs économiques qui aujourd'hui viennent avec, n'est-ce pas, la rhétorique des stocks, ils doivent, n'est-ce pas, épuiser leurs stocks. Aujourd'hui, le prix également sur le marché ne bouge quasiment pas. Pourquoi? Parce que Patrick Lumumba, on ne l'a pas signalé ici. Il faut savoir que, n'est-ce pas, les prix, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui importe plus. Et la baisse des prix ne dépend pas toujours des facteurs endogènes. Patrick Lumumba, le regard, n'est-ce pas, de notre économie est largement extravertie. Au regard de cette extraversion-là, on ne peut pas sur le champ, on ne peut pas comme un coup de bâton magique directement baisser les prix. Parce que ces prix-là également dépendent des facteurs exogènes. Tout à fait. On va terminer. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de paramètres qui doivent accompagner cette appréciation du franc congolais. Aujourd'hui, ce que l'on déplore, en fait, on n'accuse pas la Banque centrale du Congo, on ne l'indexe pas négativement. Aujourd'hui, ce que l'on déplore, c'est le fait qu'aujourd'hui, la Banque centrale du Congo on a comme l'impression qu'elle n'a plus la même mise sur le marché. Tout à fait, parallèle. Tout à fait. La Banque centrale du Congo a du mal à réglementer les secteurs. Aujourd'hui, Tony l'a dit, on parle des guichets de la BCC. Quand on parle des guichets de la BCC, c'est pour faire appliquer quel taux? C'est pour faire appliquer le taux officiel, mais c'est violer, c'est transgresser même les dispositions légales de la Banque centrale du Congo. Lequel disposition institue le taux parallèle et le taux officiel? On sait bien que la marge, je l'avais tantôt souligné ici, le quart entre ces deux taux ne doit pas être un écart abyssal. Le quart, c'est une marge insignifiante entre le taux parallèle et le taux officiel. Mais aujourd'hui, vous avez le taux parallèle, vous avez 23, 23 au taux officiel, au taux parallèle, vous avez 18. L'écart est de combien? Tout à fait. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Effectivement. C'est beaucoup, on ne sait pas. Et donc, du coup, du moment où la Banque centrale du Congo annonce encore à l'avenir, puisqu'il faudrait le rappeler ici, une injection de 50 millions de dollars américains, on a comme l'impression qu'à l'allure où vont les choses, le taux risque d'aller jusqu'à 15. Imagine que le taux officiel soit fixé à 15. Et si
dans cette mesure, dans cet imbroglio, on arrive à maîtriser les secteurs parallèles, mais on risque de taper 100 $ américains à 100 000 francs. Tout à fait. Même si le souhait n'est peut-être aboutir à cette finalité-là, mais il faudrait au moins que l'autorité monétaire, qui est la Banque centrale du Congo, puisse taper le main sur la table pour réglementer les secteurs. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que le secteur parallèle est envahi par des parasites. Effectivement. Il est envahi par des personnes qui n'ont même pas d'agrément pour exercer ce travail-là. Et donc, du coup, ils viennent là, comme aujourd'hui. Je prends par exemple, aujourd'hui, je suis parti changer les tubes, je veux changer 10 $. On me dit que voilà, je te donne 19 par compassion. Est-ce qu'on a besoin de la compassion? Imagine, donc, ça crée, Tony l'a dit, ça crée de la frustration et ça exaspère la population. Tout à fait, on sent cette frustration. Il est de devoir, n'est-ce pas, de l'autorité monétaire de pouvoir en tout cas taper les mains sur la table pour réglementer ce secteur parallèle qui est en train de créer l'imbroglio autour d'une mesure qui devrait être salutaire et qui devrait profiter à la population congolaise au terme évidemment de la valorisation de cette monnaie nationale. Tout à fait, et effectivement. Et on va terminer avec vous, Tony Dibendila. Que pensez-vous justement de ceux qui pensent, Igor vient de le dire, que la Banque centrale prévoit d'injecter encore 50 millions de dollars américains sur le marché pour renforcer cette stabilité du franc congolais. Alors, on a l'impression que normalement, lorsque une monnaie doit s'apprécier, ça doit être des mesures générales de l'économie, notamment la production et tout ce qui va avec. Mais là, c'est la Banque centrale qui intervient. Et le jour où, parce que on sait que ces 50 millions sont puisés dans les réserves obligatoires de la Banque centrale. Lorsqu'on n'aura plus ces réserves-là, on risque de rentrer à la case des départs, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que cette appréciation du franc congolais est tout simplement artificielle? Et je l'ai dit ici tantôt, d'une part, il y a eu des efforts du gouvernement avec les resserrements budgétaires, et d'autre part, il y a eu les interventions de la Banque centrale avec ces agissements dans les réserves obligatoires. Mais on sait qu'à l'international, les dollars américains s'étaient également dépréciés. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui ont également accéléré l'appréciation du franc congolais à l'interne. Mais aujourd'hui, le problème est que, premièrement, même la Banque centrale n'a pas anticipé, n'a pas informé la population sur les retombées aujourd'hui observées. Et la Banque centrale n'a pas informé. La population ne savait pas si réellement les taux allaient se déprécier jusqu'à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui gardent, qui épargnent en dollars, je l'ai dit ici tantôt, sont majoritaires d'ailleurs. Sont majoritaires, c'est la majorité de Congolais. Vous ne pouvez pas épargner en francs congolais. Comment vous épargnez en francs congolais? C'est quasiment impossible. Et les opérateurs économiques et les ménages, ainsi de suite, épargnent en dollars. Même les agents de l'État qui sont payés en francs, lorsqu'il faut épargner, ils cherchent les dollars pour épargner. C'est devenu une monnaie refuge. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment de l'appauvrissement. Les gens sont en train de perdre de l'argent et ils observent, mais après, si la situation se poursuit, ça risque de dégénérer sur le plan social. Et justement, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi, justement, les gouvernements, ce qui tique et ce qui dérange parfois, c'est aussi les gouverneurs de la Banque centrale, André Ouamesso, qui ne répondent pas à cette question-là. Mais ce qui est vrai, lui agit sur la monnaie. Mais après, les prix des biens et tout, c'est le ministère de l'économie. Mais comment est-ce que le ministère de l'économie peut également agir au moment où les taux n'est pas stable. Les taux continuent à se déprécier. Ça va dans tous les sens. Ça, dans tous les sens. On ne sait pas on va arriver jusqu'à quel niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, au parallèle, c'est déjà 19. D'ailleurs, ils n'affichent pas. Vous allez vous rendre compte que ces cambistes-là n'affichent pas. Ils refusent d'afficher comme c'est exigé. Mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, à un moment donné, lorsqu'il y a eu, je crois en 2024, surchauffe du taux, il y avait une dépréciation du franc congolais. Il y a eu des mesures selon lesquelles il ne fallait plus afficher les taux pour ne pas créer de la tension observée. Mais pourquoi aujourd'hui ils ne prennent pas, la Banque centrale par exemple, ne prend pas cette décision pour imposer l'affichage. Et comme ça, on peut facilement démasquer les escrocs qui pilulent aujourd'hui, là, qui se présentent comme des changeurs manuels, mais alors qu'en réalité, ils n'ont ni agrément et ils participent à cette spéculation du taux qui est défavorable à la population, qui perd déjà son argent avec l'appréciation du franc congolais aujourd'hui observé. Et donc, les gouvernements doivent faire de son mieux. Les plus importants, les économistes les disent, et même André Ouamesso le sait très bien, la stabilité est mieux qu'une monnaie perturbée, les taux les prix fixes. La stabilité est mieux. Donc aujourd'hui, s'ils continuent à agir, ils veulent agir sur le franc congolais pour qu'il y ait une monnaie forte. Mais la monnaie ne peut être forte que si elle arrive si elle donne du pouvoir d'achat à la population. C'est à ce moment-là qu'on peut juger une monnaie forte. Mais lorsque le gouverneur assure et dit qu'il agit
pour offrir aux Congolais une devise nationale forte. Mais alors que cette devise-là n'arrive pas à donner ou à redonner du pouvoir d'achat à la population. Mais à quoi sert cette appréciation du Fonds congolais sur les marchés? C'est cela justement le problème. Aujourd'hui, on veut que les Congolais se débarrassent du dollar. D'accord, mais ce sera quoi la monnaie d'échange? Les francs congolais avec tout ce que nous savons autour de notre devise nationale. Donc, à la fin, je voudrais dire ici que le gouvernement doit prendre des mesures concrètes. Par exemple, la BCC, le gouvernement de la BCC doit prendre des mesures concrètes. Par exemple, elle a annoncé l'ouverture de ces guichets pour l'échange des monnaies. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de décentraliser ces guichets? Mais c'est ce qui est déjà fait avec les maisons d'échange agréées. Avec les maisons d'échange agréées. Les maisons d'échange agréées, ça, ce sont des particuliers. Parfois, ils sont également en train de manipuler. Même les maisons. Mais je l'ai dit ici tantôt, si les maisons d'échange agréées veulent bénéficier également de la spéculation, c'est ça, on est dans le pétrin. C'est le pandémonium, tout simplement. La BCC Igor Buaka, pour terminer. La BCC pourrait décentraliser ses propres guichets. Peut-être que ça pourrait aider et alléger un tout petit peu la souffrance actuelle observée. Un peu plus vite, oui, Igor en fait, Buaka. Patrick, j'aimerais bien relever en fait, qui a été souligné ici, au-delà même de l'aspect d'effritement, n'est-ce pas, du pouvoir d'achat des citoyens lambda, il y a aussi un risque. Il y a un risque derrière cette appréciation, je dirais, démesurée de la monnaie nationale. Vous savez, on s'est toujours fixé un objectif au préalable, et il y a toujours un objectif initial en termes de quel? La mobilisation des recettes. Et vous savez, les acteurs qui contribuent à la mobilisation des recettes également sont des opérateurs économiques au travers le paiement des impôts, Patrick Lumbala. Et ces impôts-là, n'est-ce pas, au terme des recettes qu'ils réalisent, des bénéfices qu'ils réalisent. Prenons par exemple une entreprise minière qui a réalisé près d'1 milliard de dollars américains en termes des bénéfices, et que si on devrait taper, n'est-ce pas, l'impôt qu'il devrait peut-être devoir à l'État congolais, c'est 300 millions de dollars américains par exemple, les 30% évidemment, les 30% de l'IBP, c'est-à-dire de l'impôt sur le bénéfice et profits réalisés, 30 millions au taux de 2880, ce n'est pas les 30 millions au taux des 2300 francs congolais. C'est-à-dire qu'en termes également de recettes, l'État perd au travers de cette appréciation de la monnaie nationale, et ce qui fera en sorte que même les prévisions budgétaires qui ont été initialement, n'est-ce pas, prévues, on va changer des donnes. Voyez-vous, donc il faudrait marteler sur cet aspect de choses, qu'on a besoin plus, n'est-ce pas, d'une monnaie nationale plus stable qu'une monnaie chancelante. C'est vrai que l'objectif ici, c'est d'aboutir à un certain seuil, mais il faudrait que l'on fasse vite. Je considère peut-être, je dirais la vision, encore l'opinion, la vision peut-être de la BCC, c'est-à-dire qu'on est en train de traverser une période critique, une période transition peut-être, de transition, laquelle période devra, n'est-ce pas, aboutir à une période où l'on va carrément stabiliser la monnaie nationale, et on doit faire vite. On doit faire vite, pourquoi? Parce qu'il y a les budgets à venir pour l'exercice N+1. On doit faire vite pour que, n'est-ce pas, que cette situation chancelante ne se répercute pas à l'année 2026. Pourquoi? Parce que ça risque de bouger ou encore de chambouler les prévisions budgétaires et d'être en défaveur même de l'État congolais. Mais au-delà de cet aspect des choses, il faudrait également, Patrick, laisse-moi chuter par là, renforcer la production locale. On l'a tantôt souligné, tant que la production locale n'est pas renforcée, quoi que l'on fasse en tout cas, la monnaie nationale ne retrouvera pas de sa force avec une économie totalement dollarisée. Et surtout que la BCC sera appelée à intervenir à tout moment, et ça, c'est catastrophique. Mais une chose est sûre, les fonctionnaires de l'État qui sont toujours payés en francs congolais sont peut-être les seuls à jubiler en ce moment en attendant une stabilité sur le marché d'échange. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette situation de l'appréciation du franc congolais et de l'effritement effectivement du pouvoir d'achat de la population. On change donc ces chapitres pour évoquer cette fois la suspension de l'exportation du cobalt congolais sur le marché international. Le gouvernement de la République envisage déjà à partir de ce mois d'octobre 2025 de lever cette mesure pour réintroduire à nouveau le cobalt congolais sur le marché international. Mais quel résultat la RDC a-t-elle justement obtenu avec cette mesure, mais aussi et surtout il y a une victime à l'intérieur du pays, la province du Lualaba, qui dépend beaucoup des exportations des matières premières, fait déjà les frais. On va voir l'ensemble de tout ceci, on se retrouve après pour en parler.
Plusieurs indicateurs socio-économiques ont impacté les prévisions budgétaires de l'année en cours. C'est ce qui justifie le dépôt du projet d'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2025 ce vendredi 10 octobre à l'Assemblée provinciale par la gouverneure de province Marie-Thérèse Massouka Saini. Elle était accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinat-Karl, de quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux de son cabinet. Merci beaucoup. Ce document, soutenu par les recettes internes et externes de la province, est revu à la baisse avec une diminution de 22,17% par rapport au budget initial. Nous avons le collectif budgétaire 2025 qui était à hauteur de 2256 milliards 164 774 409 francs congolais, comparé à celui initial dont le montant est de 2898 milliards 829 759 907,04 francs congolais. Il se dégage, honorable président, une baisse de 22,17%. Cette réduction constatée au budget est due principalement à la rectification de la loi des finances au niveau national, avec ses effets indus, dont le taux d'échange qui passe de 2958,4 francs congolais à 2859,2 francs congolais pour $1 américain. Honorable Président, c'est depuis le mois de février qu'il y a la suspension prolongée des exportations du cobalt jusqu'à ce jour, qui a un impact négatif sur les mobilisations attendues en recettes, dont la levée des mesures est prévue pour le mois en cours. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et ceux de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Pour le président de l'organe délibérant du Lualaba, une fois adopté, ce projet d'édit budgétaire rectificatif aura pour conséquence la réduction du train de vie des institutions provinciales. En tout cas, nous disons merci à son Excellence, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, ainsi qu'à toute son équipe, membres du gouvernement. Lors de la rentrée parlementaire, dans mon discours, vous aviez tous suivi, j'ai parlé de la réduction des trains de vie de toutes les institutions de la province de Lualaba due à cette difficulté. Cette prévision budgétaire rectificative résulte principalement de la faible mobilisation des recettes due à plusieurs contraintes socio-économiques. Alors, Tony-Antoine Dibendila, le gouvernement, après plusieurs mois de suspension de l'exportation du cobalt, a entamé le processus de levée de cette mesure, mais on va quand même s'attarder sur la province du Lualaba. Est-ce que le gouvernement a sacrifié tout simplement cette province qui a vu son budget annuel pour l'exercice 2025 être réduit à plus de 20% carrément? C'est une situation délicate pour la province du Lualaba, mais également plus largement pour la République démocratique du Congo. Mais ça valait la peine cette décision-là, parce que nous le savons aujourd'hui qu'il y a des malins qui faisaient des réserves importantes du cobalt et nous avons vu ces surplus-là sur les marchés internationaux, là, peser sur les revenus de la République démocratique du Congo. Nous gagnons assez de devises en exportant nos minéraux. Et donc aujourd'hui, quand l'État, à travers la RECOM, cette autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances stratégiques, s'est rendu compte que les surplus pesaient et qu'il y avait une baisse vertigineuse de la tonne du cobalt à l'international. Il fallait agir parce qu'on se souvient, fin 2024, 2025, nous étions quasiment, on est passé de plus de 80 000 $ la tonne à quasiment 33 000 $ la tonne. C'est-à-dire que c'était une baisse vertigineuse qui a pesé sur les revenus, les recettes de l'État congolais. Et donc il fallait agir. L'un des moyens mis en place, c'était justement cette mesure, suspendre les exportations du cobalt congolais pour espérer que les surplus se dissipent. Les surplus sur les marchés se dissipent et après on pourra revenir progressivement. Mais après, nous savons tous, après chaque décision de cette nature-là, il y a des victimes. La première victime en interne, nous savons que c'est la province du Lualaba qui était quasiment bénéficiaire parce que nous savons les codes miniers aussi permis à ce que la province bénéficie de ces exportations-là et à travers la province, la République également dans son ensemble. Et donc, si
il faut amener les choses beaucoup plus largement. Si aujourd'hui, les Lualaba est appelé à revoir son édite budgétaire exercice 2025 en termes de rectification, justement parce qu'il y a eu cette suspension, on le sait par ricochet, que la République aussi devra à une certaine mesure revoir ses recettes ici du secteur minier, parce que la République dépend également de ces recettes-là ici des exportations. Le déficit budgétaire au niveau national, il est déjà parlant. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce que Lualaba subit, l'État va également les subir. Et après, j'espère que nous avons quand même vu les prix du cobalt et l'international, les cours ont légèrement quand même augmenté, et donc on a quand même pu jouer notre partition, parce que la finalité est que l'État voudrait, parce que la RDC détient assez de réserves du cobalt, et la RDC veut peser davantage à l'international, et donc nous espérons qu'après cette mesure, la suspension qui est prévue d'ailleurs les 15 et les 16 et autres, avec l'introduction du système de quotas, l'État pourrait progressivement, et que la province de Lualaba pourra à ce moment-là bénéficier de la manne. Tout à fait. Igor Biwaka, le rétablissement de cette mesure suspendant l'exportation du cobalt congolais, d'abord, est-ce que l'État a atteint ses objectifs? Bon, s'il faut regarder en fait la courbe évolutive, n'est-ce pas, de prix de cobalt à l'international, on s'est rendu compte quand même le prix a repris un tout petit peu sa forme, puisque on était à quasiment, tenu par les 33, on était quasiment à 21 000 dollars américains la tonne. Donc on a quitté les 80 000 à 21 000, donc c'était quasiment rien. Mais aujourd'hui on est en train de graviter autour des 42 et autres, donc c'est-à-dire que le prix a légèrement doublé. Donc, puisque l'objectif c'était d'abord de réduire l'offre excédentaire qu'il y avait sur le marché international, mais également d'assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt en République démocratique du Congo, tout en essayant un peu de canaliser, n'est-ce pas, ces secteurs-là qui est évidemment miné par des pratiques illicites et illégales. Tout à fait. Mais également comme je l'ai tantôt souligné ici, de voir un peu ces prix-là revenir, n'est-ce pas, à sa marge initiale. Donc l'objectif, quant à ce, quand même, je dirais, ça a été légèrement atteint, mais seulement la mesure derrière cette mesure, il y a eu quand même des conséquences. Et la première province qui a été, n'est-ce pas, frappée par cette mesure, c'est la province cobaltifère du Lualaba. On sait bien comment les réserves, n'est-ce pas, qu'a cette province, et comment cette province alimente, n'est-ce pas, le monde en termes, n'est-ce pas, de ces ressources en matière du cobalt, évidemment. Et voilà, la suspension de la dite mesure, eh bien oui, il faudrait suspendre la mesure. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quand même, il y a eu une nette évolution. Mais au-delà, n'est-ce pas, de la suspension de cette mesure, il faudrait également voir par quel moyen essayer tant soit peu de réglementer le secteur pour qu'il ne puisse pas tomber encore dans la même bévue initiale, celle, n'est-ce pas, d'une offre encore excédentaire, ce qui fait en sorte qu'on puisse encore suspendre la mesure, et pendant ces temps, on sera toujours... on vend à la Chine, et la Chine se constitue beaucoup de réserves, jusqu'à influencer le marché certainement, influencer les marchés mondiaux, et par conséquent, nous on perd. Du moment où nous, on est en fait, je dirais, l'acteur principal devant bénéficier de ces marchés-là, puisque l'on couvre en termes de pondération plus de 110%, n'est-ce pas, de ces minéraux à l'échiquier international, et on contribue, on alimente quasiment le marché, et par conséquent, avec, n'est-ce pas, certaines pratiques illicites et illégales que l'on vient tantôt de dénoncer ici, on se retrouve curieusement perdant, du moment où on devrait amplement tirer profit de ces marchés du cobalt et faire en sorte que ces marchés du cobalt puissent avoir des retombées positives, n'est-ce pas, sur le développement non seulement socio-économique de la province du Lualaba, qui d'ailleurs aujourd'hui se transforme grâce, n'est-ce pas, à ces réserves, pour la République démocratique du Congo in extenso. Vous avez tantôt parlé en fait, des déficits budgétaires que nous enregistrons. C'est par moments incompréhensif au regard, évidemment, n'est-ce pas, des exportations, de la valeur des exportations que nous avons à la démocratie du Congo. On exporte beaucoup plus en termes de valeur. On a plus de 20 milliards de dollars américains. Et comment concevoir les déficits budgétaires du coup? Donc du coup, il y a
il y a d'autres mesures qui doivent également s'imposer, la discipline budgétaire, d'autres mesures qui doivent également s'en suivre, et faire en sorte que, n'est-ce pas, cette suspension, en fait, je dirais, cette levée, n'est-ce pas, de la mesure suspendant les expéditions du cobalt en République démocratique du Congo puisse nous apprendre quelque chose et voir comment changer là où ça n'a pas marché, afin que nous puissions amplement tirer profit de ces marchés. Effectivement, on va finir avec vous, Tony Antoine Dibendila, parce que le temps nous fait défaut. C'était quand même une mesure osée de la part du gouvernement congolais dans un contexte où le monde court derrière ces métaux critiques. Le gouvernement de la RDC qui se décide de suspendre, c'était quand même osé au risque de se mettre à dos toutes ces grandes puissances. Oui, mais tout à fait, il y a eu des critiques. L'arrêt comme ça a enregistré des critiques extrêmes. Il y a eu même des investisseurs du secteur minier, certains n'étaient pas d'accord. On sait que même Glencore n'était pas d'accord. Ce sont des poids lourds du secteur minier en RDC. Mais aujourd'hui, avec les retours dissipés des exportations en termes de quotas, c'est quand même une mesure acceptée par certaines, dont Glencore, mais alors que d'autres entreprises comme CEMOC, nous savons que comme CEMOC, les entreprises chinoises, CEMOC n'est pas d'accord pour ces mécanismes des quotas. Alors tout en soutenant que l'État congolais est en train de violer des prescrits du droit du commerce international. Tout à fait. On restриve, oui. En mettant des restrictions. Oui, mais nous savons que ce sont les Chinois qui font plus des réserves. C'est tout à fait normal que les entreprises chinoises comme CEMOC cherchent à ce que la RDC puisse revenir à son mécanisme antérieur, à son mécanisme d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de restrictions, qu'il n'y ait pas de quotas, qu'il y ait des exportations, parce que la Chine, de manière stratégique, veut continuer à peser sur les exportations, sur les marchés du cobalt, sur le plan international. Et donc, aujourd'hui, nous savons que la RDC est informée de ce qui se passe et veut reprendre les contrôles complets de ces minerais stratégiques, parce qu'elle est c'est elle qui contient plus des réserves de ces matières premières. Et donc aujourd'hui c'est tout à fait normal, mais c'était une situation difficile, une décision difficile à prendre, bien qu'il y a eu des échanges en amont avec certains partenaires du secteur. Certains ont hésité, d'autres ont quand même accepté, mais les prolongements ont quand même fait grincer les dents certaines entreprises minières. Mais aujourd'hui la situation est que nous allons dépasser ces caps-là de suspension. Il y aura maintenant la mise en place d'une politique de quotas, et voyons ce que cela pourrait donner dans les jours à venir. Merci beaucoup Tony Antoine Dibendila. On va refermer ce chapitre pour ouvrir un autre, celui lié au Global Gateway Forum. Ce forum qui s'est tenu la semaine dernière déjà à Bruxelles, la capitale européenne. Au-delà du discours qui a fait réagir, le discours du président Félix Antoine Tshisekedi, en parallèle, des partenariats économiques se sont bel et bien tissés entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. C'est notamment le financement des corridors des Lobito et du corridor vers Kinshasa, Kivu. On voit l'ensemble de tout ceci. On se retrouve après pour en décrypter. L'Union européenne va décaisser un soutien financier de 180 millions d'euros à la République démocratique du Congo au profit du secteur de l'énergie, du transport, de la biodiversité et de l'exploitation minière. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a annoncé lors d'une rencontre avec le président Félix Tshisekedi courant octobre en marge de la 9e édition du Global Gateway. Parmi les initiatives majeures, il y a les corridors vers Kivu-Kinshasa qui allient la conservation de la nature, les infrastructures habitantes et le développement d'une économie verte, 60,6 millions d'euros. Les corridors des Lobito, renforcement de chaînes de valeur agricole et du commerce transfrontalier, 16 millions d'euros. L'électrification de la ville de Kisangani avec 20 millions d'euros de subventions de l'Union européenne, débloquant 70 millions d'euros des prêts de l'Agence française de développement. Coopération sur les matières premières critiques, dont 2 millions d'euros pour Cobalt Development et 11,8 millions d'euros pour renforcer le ministère des Mines et promouvoir de chaînes de valeur durables.
Ensemble, ces projets soutiennent la croissance durable de la RDC, renforçant l'intégration régionale et favorisent une gestion responsable des ressources. Ils s'appuient sur un portefeuille de coopération plus large, couvrant l'énergie verte, la protection de la biodiversité, la connectivité, le développement social, ainsi que la paix et la sécurité. L'initiative Global Gateway est une stratégie de l'Union européenne visant à investir dans des projets d'infrastructure à l'échelle mondiale. Ce projet a été lancé par la Commission européenne sous la direction d'Ursula von der Leyen sur la période 2021-2027. L'Union européenne investira 300 milliards d'euros. L'investissement en Afrique constitue la période régionale de l'initiative, la moitié des fonds étant alloués à des projets sur le continent. Ces projets visent à améliorer la transition écologique, la transition numérique, la croissance économique durable, le soin de santé et l'éducation en Afrique. Alors Igor Buaka, on a vu justement que au-delà du discours politique qui a fait réagir ici au niveau de la République démocratique du Congo, tout comme à l'international, il y a eu quand même des partenariats économiques qui se sont tissés, et c'était ça même l'objectif de ce global gateway. C'est notamment le renforcement des partenariats qui visent à financer des projets de grande envergure au niveau infrastructurel en RDC. On voit notamment le corridor des Lobito et celui partant de Kivu à Kinshasa. Évidemment, Patrick Lumbala, c'est même ça, en fait, l'objectif, n'est-ce pas, de ces forums, n'est-ce pas, à caractère beaucoup plus économique et partenariat, puisque là, quand on parle de Global Gateway, on voit d'abord affaires, on voit investissement et autres. C'était, je dirais, l'objectif primordial pour lequel également la République démocratique du Congo était représentée, n'est-ce pas, à ces forums-là, et on parle de 180 millions d'euros. Ce n'est pas rien en termes d'enjeux de portefeuille de l'Union européenne qui compte, n'est-ce pas, investir sur des projets phares concernant, en fait, je dirais, les secteurs infrastructurels. Et là, on voit deux grands projets en ces termes-là, le corridor de Lobito. On sait ce que représente, n'est-ce pas, les corridors de Lobito pour la République démocratique du Congo, un projet, je dirais, qui pourrait vraiment donner un boom économique, n'est-ce pas, une bouffée d'oxygène à la République démocratique du Congo en termes de création d'emplois, en termes, n'est-ce pas, de développement de zones périurbaines et urbaines, n'est-ce pas, où il va simplement passer, mais également qui va essayer un peu de réguler et réglementer l'évacuation, n'est-ce pas, de nos principaux minéraux vers l'extérieur. C'est vrai que ça va vraiment donner, je dirais, une certaine stabilité économique. Ça, c'est un fait majeur et c'est un projet qui demande beaucoup d'argent. Donc, on a besoin d'espace de ces financements. Tout à fait. Et avec Global Gateway, on a justement répondu présent. Et on a obtenu ces financements en termes de 180 millions d'euros. C'est quelque chose, n'est-ce pas, à saluer. Et au-delà, n'est-ce pas, de ces corridors de Lobito, il y a aussi un autre projet pour la République démocratique du Congo exclusivement. Et là, on parle du corridor vert, qu'on appelle le corridor de Kinshasa, qui va relier, en fait, la capitale Kinshasa à d'autres, n'est-ce pas, entités, je dirais, provinciales dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. L'objectif étant, puisqu'on est en train de parler de la transition énergétique, on est en train également à parler, en fait, n'est-ce pas, de l'environnement, de comment protéger la biosphère environnementale. L'objectif, c'est justement de capitaliser l'économie verte. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, au travers, évidemment, sa biosphère, au travers ses bassins du Congo et autres, va tirer profit, n'est-ce pas, de ces réserves-là. Vous allez vous en souvenir que ces projets également a été, n'est-ce pas, portés par le gouvernement, surtout a été déroulé des fonds en comble par le président de la République dans l'une des réunions du Conseil des ministres, je crois la 49e du gouvernement souminois passé, où le président de la République, n'est-ce pas, avait donné les grandes lignes de ces projets-là. Imaginez un peu la province, je dirais, le province, n'est-ce pas, orientale, les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, pour être beaucoup plus précis. Avec Kinshasa, il n'y a pas, je dirais, un corridor, il n'y a pas, en fait, une infrastructure routière qui les relie directement. Vous savez, en termes des recettes, combien ça échappe. Aujourd'hui, on a peut-être du mal, n'est-ce pas, à bénéficier par moment, je dirais, je prends juste en termes des produits agroalimentaires qui viennent, n'est-ce pas, qui sont produits, évidemment, je dirais, dans l'Est de la République démocratique du Congo, on a du mal à bénéficier pour parce que l'acheminement, l'évacuation de ces produits vers la capitale, elle est difficile, cette évacuation-là. Alors du coup, avec la mise en place, n'est-ce pas, de ces corridors verts, il y aura
autant que l'évacuation sera beaucoup plus facile, autant que les produits sur le marché n'auront plus à observer une tendance inflationniste. Donc du coup, il y aura baisse des prix. Pourquoi? Parce que si les marchés quinois est inondé par des produits qui viennent des Kivu par exemple, qui viennent de Bukavu, de l'Est, d'autres parties de l'Est de notre pays, vous verrez que, je prends par exemple le fromage, d'autres produits agroalimentaires, vous verrez que l'inflation que nous connaissons par moment à Kinshasa, on va pas le connaître. Tout à fait. Mais toujours dans l'aspect des choses. Et on rappelle que ce projet-là est financé à hauteur des 60,5 millions d'euros. Évidemment. Et c'est un projet qui allie conservation de la nature, infrastructure et développement évidemment, d'une économie verte. L'objectif, c'est aussi de circonscrire, n'est-ce pas, les zones, le type de zones que nous avons. Parce que quand on parle des zones, vous avez cité ici, vous avez parlé des zones forestières, vous avez parlé de la zone environnementale, mais également la zone urbanistique. C'est-à-dire de créer cette petite démarcation-là. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que lorsque l'on évacue tous nos produits par une seule zone, et il y a des mesures, par exemple, contraignantes environnementales qui s'imposent, qui font en sorte que, n'est-ce pas, certains de nos produits ne soient pas valables sur le marché. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines mesures qu'il ne faut pas respecter, des mesures environnementales que l'on ne respecte pas. Donc l'existence de ces corridors verts-là, c'est justement, ça va également permettre de créer cette démarcation entre ces trois types de zones, comme on l'avait souligné lors de cette précédente conseil des réunions de ministres. Effectivement, Tony Antandi Bendila, on voit que les Européens ne veulent pas rester derrière, en tout cas face à la percée des Américains en République démocratique du Congo. On sait que le corridor de Lobito, il est entièrement tenu des bras des maîtres par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces différents financements de l'Union européenne une tentative de retourner dans le jeu, comme on peut le dire? Non, mais il faut déjà relever un fait, c'est que les projets corridors des Lobito rentrent dans les cadres des jeux d'influence. Vous savez, il y a des puissances occidentales de l'autre côté, il y a la Chine de l'autre qui tente également de contrôler les matières premières, parce que l'enjeu, il faut le souligner, pour les corridors des Lobito, sont des matières premières. Déjà, vous pouvez regarder, c'est le chemin de fer qui partira du port de Lobito en Angola vers l'océan Atlantique, jusque dans la ceinture minière du Grand Katanga, mais aussi du Katanga, mais aussi de la partie nord-ouest de la Zambie. C'est-à-dire que ce sont des zones où il y a vraiment des minerais stratégiques, et donc les États-Unis d'Amérique voudraient en bénéficier, parce que nous savons déjà que ces couloirs-là, la Chine est très avancée et dans cette partie de l'Afrique, et donc les États-Unis veulent rentrer en jeu, mais aussi les Européens. Les Européens, nous savons déjà, Global Gateway, l'initiative est mise en place d'ailleurs pour que les Occidentaux puissent revenir en Afrique, c'est positionné comme des partenaires stratégiques au regard du fait que la Chine est devenue aujourd'hui quasiment les premiers partenaires économiques du continent africain, l'Afrique subsaharienne, et l'Europe, il fallait revenir. Et donc, en gros, c'est quasiment 300 milliards de dollars mis en jeu pour une période en 2021 et 2027. Et donc, c'est beaucoup d'argent. La moitié, c'est destiné aux investissements en Afrique, et notamment pour des questions de biodiversité et ainsi de suite. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a également le projet corridor vers Kinshasa qui est pris en charge, qui vise les Congolais, en tout cas à travers ces projets, vise à préserver quasiment plus de 108 000 km² de forêts vierges, c'est-à-dire avec toute la biodiversité qui contient ces corridors verts. On sait que la présence, les Européens avec ces projets-là, cette initiative globale Gateway, vise à financer davantage, c'est-à-dire à revenir et à se positionner comme partenaire stratégique pour l'Afrique. Nous savons que les jeux d'influence aujourd'hui en Afrique sont de plus en plus importants entre, d'une part, la Chine et ses alliés, et d'autre part les puissances occidentales. Et donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, nous avons avec nos défis besoin des investissements, nous avons qu'à apporter nos projets assez bien élaborés pour pouvoir tirer ces financements. Mais aujourd'hui, nous savons également pour la question du Congo, par exemple, et pour les investissements, à la fois pour la question du corridor de Lobito, parce qu'il a été évoqué la question sécuritaire. Il y a des circuits, des criminels qui circulent vers
vers ces projets où seraient érigés les chemins de fer qui doivent aller dans les cadres du corridor de l'hôpital. Les enjeux sécuritaires sont énormes, mais c'est également pour les corridors vers Kinshasa-Kivu. Il y a également des préalables sécuritaires. C'est pourquoi il faudra, c'est pourquoi d'ailleurs la République démocratique du Congo a placé la paix comme préalable à ces projets. On veut préserver ces forêts vierges. Donc, on veut préserver dans ces contextes des transitions énergétiques, des transitions écologiques. Et donc, la RDC veut se positionner comme le pays solution, comme elle se présente très souvent et régulièrement. Et donc, aujourd'hui, on croit que les préalables étant la paix, nous devons prendre en compte des processus en cours en fait pour accélérer. Mais il faut accélérer la paix dans l'Est du Congo, mais il faut insister aussi sur le fait que la gouvernance congolaise doit s'améliorer pour tirer pleinement profit de ces deux projets. Merci Tony Antoine Dibendila. Il faut rappeler également que la République démocratique du Congo, à l'issue de ce Global Gateway Forum, a récolté une enveloppe totale de 180 millions d'euros répartis sur quatre projets de financement, l'Obito, notamment le corridor vers Kivu-Kinshasa, mais aussi l'électrification de la ville de Kisangani avec 20 millions d'euros de subventions de l'Union européenne, mais aussi la coopération sur les matières premières, mais aussi le renforcement du ministère des Mines de la République démocratique du Congo. On ne va quand même pas finir ce sujet sans évoquer justement le discours du président de la République, une main tendue qui dénote une faiblesse ou une grandeur, tout simplement. Non, ce n'est pas une faiblesse. Je crois que le président de la République s'était encore exprimé, où il avait, n'est-ce pas, fixé l'opinion. Je crois que c'était face à la diaspora congolaise en Belgique, pour, n'est-ce pas, élaguer un tout petit peu les zones d'ombre derrière, n'est-ce pas, son allocution. Ce n'est pas une main tendue, ce n'est pas une faiblesse, n'est-ce pas. Je dis, entamer un processus de paix, ce n'est pas, en tout cas, de la faiblesse. Cela ne dénote pas, en tout cas, de la faiblesse. Et Patrick Lumumba, contrairement à ce qui se raconte, je ne sais, ça et là, où les gens veulent faire de la récupération politique pour montrer que la République démocratique du Congo est dans une position de faiblesse. Non, loin de là. Diplomatiquement parlant, Patrick Lumumba, on tient tête. Aujourd'hui, le Rwanda est indexé, ça et là. Et ce que Kagame, en tout cas, le sait pertinemment. Et donc, moi, je trouve, au-delà, n'est-ce pas, de ces discours du président de la République, je trouve que c'était un discours, je dirais, ambivalent en termes, n'est-ce pas, de sens. C'est vrai que ça peut paraître une main tendue dans le sens de rapprochement, mais je dirais sous d'autres facettes, c'est une façon de montrer également à la face du monde que voilà, l'acteur principal derrière la guerre, derrière la misère dans la partie orientale de notre pays, une crise des trentenaires, évidemment, c'est Kagame. Pas seulement le Rwanda, mais il faut parler de Kagame là. Parce que c'est lui l'acteur majeur en tout cas derrière cette crise. Tony Dibendila, un mot sur ce point-là. Mais pour comprendre la position du président Tshisekedi, ça m'est tendu, il faut d'une part voir les agissements des Rwandais, des autorités politiques rwandaises, et d'autre part regarder et analyser les gros titres en Occident. Nous avons tous vu une main tendue de Tshisekedi reçue comme une gifle. Nous avons vu ces gros titres en Occident. Et donc, le président Tshisekedi a tendu la main aux représentants, comme il l'a qualifié, aux représentants des forces qui agressent la République démocratique du Congo. Et les raisons sont claires. Il l'a dit devant la diaspora congolaise en Belgique, depuis un temps, dans les milieux diplomatiques, au cours des batailles diplomatiques, comme il l'a dit, on avait tendance à commencer ces derniers temps à présenter la RDC comme le pays qui veut la guerre, comme le pays va en guerre, alors qu'en réalité, la RDC est l'État victime, les pays victimes. Et les Rwandais ne s'attendaient pas à ce que Félix Tshisekedi tende ouvertement la main au cours d'un forum qui était censé mobiliser les partenaires et attirer les investissements. Le président Tshisekedi l'a fait exprès, a tendu la main et une main réussie. Comme là c'est bien dit, des gros titres en Occident, une gifle. Et donc voilà, une gifle justement parce que l'instigateur, les véritables tireurs de ficelles a été démasqué et il ne savait pas sur quel pied danser. Et donc voilà, vous avez tous suivi les réactions des autorités politiques rwandaises, les insultes, les discours malveillants contre le président Tshisekedi. Je crois que l'objectif a été atteint. Tout à fait, l'objectif a été atteint. Merci beaucoup Tony Antoine Dibendila. Merci Patrick. Merci Igor Buaka. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est donc pris très prochainement sur votre télévision pour un nouveau round des discussions, d'analyse, mais aussi de décryptage de l'actualité économique vue de la rédaction
d'Ecofin Télévision. À très vite.